Effectivement, c'est quelque chose qui me travaille depuis tout petit. Depuis que j'entends chez moi le décret Crémieux, Crémieux, Adolphe Crémieux, parce que pour nous, c'était lui qui nous avait permis d'être français. Et en plus, chez nous, dans notre histoire personnelle, donc en Algérie, hein, je suis d'Oran, on était devenus français avant le décret Crémieux, parce que le décret Crémieux a permis aux Juifs d'être tous, d'une façon globale et même sans le demander, donc français. Mais 5 ans auparavant, il y a eu un senatus consulte qui permettait aux Juifs qui en faisaient la demande, comme aux Arabes du reste, ça on le sait peu, de devenir français. Simplement, il fallait en faire la demande. Et donc ma famille était très fière d'avoir fait la demande, de s'être investi. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai en tête, avec en plus l'idée, mon nom, Lascar, mon père me disait toujours, tu sais, en plus on a de la chance, on est dans le dictionnaire français, le Larousse. Donc on est des vrais Français, des Juifs, d'accord, mais Français. Pour aborder cette question de devenir français, quelle période on va prendre? Est-ce que c'est le moment 1870 ou est-ce que c'est un autre moment? Moi, au départ, je voulais ça. Je voulais une saga familiale d'une famille juive, etc. Mais Benjamin Stora nous en a découragé un peu en nous disant, oh bien attention, si vous voulez être un peu vrai, il va falloir, les gens ils parlaient arabe, je veux dire, donc ça va être, si vous faites parler en français, ça va, bon, donc, et tout de suite ça m'a, bon. Alors j'ai cherché une autre période et je me suis dit peut-être que la meilleure période finalement pour parler du décret Crémieux, c'est de parler de son abrogation. Et donc c'est pour ça que je me suis reporté sur cette période-là. Et ce que peu de gens savent, c'est que Oran, en Algérie, a été la ville la plus antisémite qui soit. Enfin, je veux dire, c'est là que sont nés des gens comme Drummond, enfin tout l'antisémitisme des années 1910 à 1930 jusqu'à l'avant Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment le terreau de l'antisémitisme. C'était au FIPA de Biarritz en 2003, donc ça remonte quand même déjà à 7 ans. Et donc j'avais pitché ce que je suis un peu en train de raconter, sa histoire perso, Crémieux, on était français, on était très fiers, on était, voilà. Et donc c'est parti de là, ça a un peu intéressé, mais c'était là, la salle était très éparse. À l'époque, cette année en 2010, je sais pas, il y avait moins une centaine de personnes à cette séance de pitch, et là en 2003, je sais pas, il y avait peut-être 15 personnes, quoi. Donc c'était un petit peu comme ça. Et donc, c'est resté dans ma tête. Et après, j'ai commencé à chercher quel producteur pouvait voilà, être intéressé. J'ai pensé à Liliane Whitblade, donc à Grand Large Productions. Et on avait déjà travaillé ensemble. Et donc, le sujet l'a intéressé. Il a fallu quand même beaucoup l'obstination, je peux le dire, là, de Liliane Whitblade, qui à un moment donné où elle avait reproposé à nouveau à France Télévisions, disait non, on a trop de sujets sur la guerre. Donc je l'avais mis de côté. Et puis ça doit être début 2008 où elle a reproposé à Marie Dupuy-Danjaq. Elle a dit bah non, ça nous intéresse, c'est un sujet original, jamais abordé à la télé ni au cinéma. Et donc voilà, l'histoire à ce moment-là a pu enfin être développée dans de très bonnes conditions. Parce que là, la complicité, alors vraiment là, c'est vraiment une situation, ça fait un peu angélique, mais une complicité parfaite avec la productrice, le réalisateur, hein, c'est un rêve de scénariste, hein, Dominique Ladoge. Moi, j'avais pas d'a priori. Je me demandais je me demandais quand même s'il fallait un juif, puisque quand même ça parle d'histoire de juifs, de nationalité française. Donc j'avais un peu cette idée, est-ce qu'il ne faudrait pas aller voir un réalisateur juif, ou qui a en tout cas cette culture, ou ce passé, ou cette mémoire. Puis finalement, j'ai trouvé ça très bien. Là où je suis content, c'est quand le réalisateur apporte son regard et que je me dis, putain, ah, il a pensé à ça, c'est formidable. Ah non, non, je préfère. Je pense qu'il n'y a pas une plus grande erreur que celle qui consisterait pour un réalisateur à reproduire toutes les indications et telles que c'est. Je crois que là, c'est une vraie erreur. Non, 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 moi je suis pour que le réalisateur, au contraire, qu'il apporte, qu'il détourne même certaines choses. Mais c'est que pendant tout le temps du tournage, à la moindre hésitation sur un élément d'histoire, etc., on était en contact. Donc c'est la première fois que ça m'arrive.
Quand on a fini un film, et je pense que tous les réalisateurs, tous les auteurs seront d'accord, c'est formidable parce que c'est fini et en même temps c'est fini. C'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. C'est terminé, la page est tournée. Donc il faut vite se projeter sur autre chose et voilà, espérer que ça se reproduise à peu près de la même manière.